Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue pour cette critique d'abord sans spoiler puis avec spoiler de la saison 1 de The Boys, série créée par Eric Kripke et coproduite par Seth Rogen et Evan Goldberg. La série est disponible sur Amazon Prime depuis le 26 juillet. Alors pour cette série, il s'agit d'une adaptation libre des comics du même nom de Garth Ennis et d'Eric Robertson parus entre 2006 et 2012. Dans l'ensemble, cette saison 1 est une très bonne surprise, une claque énorme, je vous la recommande chaudement. Ça fait maintenant une bonne dizaine d'années que les cinémas et la télévision sont saturés de contenu super-héroïque, avec une domination écrasante de Marvel. Et surtout, cela fait 10 ans que leur formule est raffinée, une approche classique, tout public, teintée d'humour et bourrée d'action, ce qui est devenu le canon du genre. Eh bien, The Boys, c'est tout le contraire. L'univers transpire le cynisme, mais reste étonnamment crédible. Cette nouvelle version transparente de la Justice League est fascinante à suivre. Il y a une excellente touche d'humour noir, des scènes trash qui arrivent de nulle part pour vous éclabousser à la tronche sans pitié. La série est hilarante, choquante, gore, sexuelle, bien interprétée et intelligente. Elle reprend le ton irrévérencieux et mal élevé de The Preacher, des mêmes producteurs et du même auteur. Il faut ajouter à ça quelques très bonnes idées visuelles, l'action est violente et osée, une bande-son teintée de punk rock, et une intrigue simple mais bien construite. Si cette série fonctionne aussi bien, c'est parce que le rythme y est très bien maîtrisé, et je n'ai trouvé aucun épisode long, malgré un format d'1 heure par épisode. J'ai dégusté les 8 épisodes avec énormément de plaisir. Et puis les personnages sont tout de suite attachants et bien développés pour certains au fil des épisodes. Ici, la force principale de The Boys est le portrait dressé des super-héros. À l'instar de Watchmen, par exemple, The Boys, lui, détruit l'image des super-héros. Si des humains lambda, aujourd'hui, possédaient des pouvoirs, il est probable qu'ils se comporteraient comme des enfoirés. La série est donc très ancrée dans la société actuelle et la superficialité vers laquelle elle tend. Donc dans la série, les super-héros sont ultra populaires, un peu comme des stars de la télé, au point qu'un super-héros doit faire partie de l'entreprise Vought, dirigée par Madeline Tillwell, incarnée par Elizabeth Shue, si ce dernier veut avoir une réputation digne de ce nom. Cette multinationale n'est autre que le reflet fictif de ces mastodontes américains bien réels, coucou Disney. Donc fini les justiciers indépendants, ici l'obsession se trouve du côté de la popularité et du marketing, afin de faire propulser son super-héros au rang de star. Et ainsi gagner énormément d'argent en vendant des figurines, des comics, des t-shirts, des films, etc. L'entreprise Vought prend donc bien soin de cette joyeuse équipe de super-héros appelée The Seven, les 7 en français. Les héros sont bien visibles, en permanence dans leurs costumes, sauf Stella Starlight, qui, fraîchement arrivée dans l'équipe, est la seule à s'habiller encore par moments avec des habits normaux. Les super-héros n'ont rien des modèles de vertu emblématiques de chez DC et Marvel, mais se révèlent être des personnalités aussi corrompues qu'ultra populaires, bouffis d'orgueil et uniquement soucieux de leur image auprès du public. La série ainsi que le comics dénoncent ce procédé qui consiste à transformer les célébrités en produits marketing. De là, les dommages collatéraux existent et toute l'histoire commence par l'un de ces dommages. Yugi, incarné par Jack Quaid, un gars sympathique qui bosse dans une petite boutique de high-tech, voit sa copine tuée accidentellement par l'un des 7. Désemparé, déboussolé et perdu, il ne fait que ruminer sa haine face à cette affaire insoluble qui voit son responsable tranquillement dehors et protégé de tout problème juridique. Mais voilà qu'un agent un peu spécial, interprété par l'excellent Karl Urban, alias Bill Butcher, va entrer en scène et offrir à notre ami vendeur d'écran plat la possibilité de venger la mort de sa copine. Donc on appréciera d'ailleurs l'accent utilisé par Karl Urban et sa façon de s'exprimer. C'est pour moi le personnage le plus drôle de la série. Yugi accepte le deal. Butcher décide de réunir son équipe, appelée les Boys.
avec le Frenchie, qui n'est pas français, dont l'acteur est un Israélien. Il s'agit de Tomer Capon. Il y a la fille, interprétée par Karen Fukuhara, et Mother Milk, interprétée par Laz Alonso. Alors pour ces deux derniers personnages, je trouve qu'ils mériteraient d'être plus développés. J'espère que ce sera le cas dans la prochaine saison. En ce qui concerne les super-héros, je retiens la grande performance d'Anthony Starr en Homelander. Le personnage est assez flippant et glaçant. Ce détachement envers les autres le rend inhumain. Il est terriblement bien écrit et joué dans son rôle de Superman mixé Captain America, propre sur lui, à la fois image et produit marketing de la société Vought. Devant les caméras, Homelander est un véritable exemple à suivre, mais une fois les caméras éteintes, au lieu de sauver les populations, il devient une grosse pourriture. Il en va de même pour les autres membres des Seven, avec A-Train, incarné par Jesse Usher, une parodie de Flash tombé dans la drogue et qui ne contrôle pas sa vitesse. Queen Maeve, interprétée par Dominique McElligott, une sorte de Wonder Woman froide mais torturée. Black Noir, interprété par Nathan Mitchell, reste très mystérieux. Translucide, quant à lui, incarné par Alex Haysen, il use de sa capacité d'invisibilité pour espionner les filles dans les toilettes. The Deep, incarné par Chase Crawford, l'homme poisson façon Aquaman, ce beau gosse que personne ne prend au sérieux et qui harcèle sexuellement la nouvelle recrue Annie, alias Starlight, incarnée par Erin Moriarty. Puis on notera le sympathique caméo de Simon Pegg, qui incarne le père de Yugi. Alors pour la petite anecdote, le personnage de Yugi était dessiné sur le modèle de Simon Pegg dans les comics, au cas où vous ne le sauriez pas. On retrouve aussi Haley Joel Osment, oui, l'enfant de sixième sens, qui a bien grandi depuis, et qui vient le temps de 2 petits épisodes, donc voilà, une belle surprise. Ensuite, objectivement, la série est quand même plus édulcorée que les comics, déjà parce qu'ils ne peuvent pas tout aborder avec autant de détails, de personnages, de mise en scène, etc. Puis, certains choix propres à un objet filmique obligent un peu à changer la donne, comparé aux comics. Par exemple, ici, le casting offre des tronches moins cassées, moins cramées. L'intrigue est d'ailleurs très différente de celle des comics. La série a gardé le concept de base, ainsi que les personnages, mais a complètement changé son scénario, ainsi que ses thématiques. Ici, les thématiques de la série sont un des points forts. Elles sont toutes très bien exploitées et très actuelles, que ce soit la politique, les médias, la publicité, la religion, le mouvement MeToo ou encore le féminisme. Puis les effets spéciaux sont plus que corrects, sans être hallucinants. C'est surtout la mise en scène qui l'est. Le côté kitsch de certains costumes, les torses bombés, les sourires américains, etc. est totalement voulu et assumé, et ça marche. Puis, ce qui est intéressant et qui donne le sel de la série, selon moi, c'est aussi l'envers du décor de la société Vought, dans laquelle on nous explique les techniques de marketing et de communication, etc. Il y a vraiment un côté très corporate qui est très bien mis en avant et que nous découvrons en même temps que les boys. Passons maintenant à la partie spoiler. Attention, vous êtes prévenus. Avant de poursuivre, laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je voudrais d'abord revenir sur Starlight. Dans la série, elle pose les questions du harcèlement et du rapport au corps féminin. En témoigne la scène du bizutage avec notre ami l'homme poisson, où ce dernier demande à la nouvelle héroïne de lui tailler le manche pour son intégration. Sympa. Ensuite, il y a la scène de réunion au cours de laquelle Madeleine Tillwell et les chargés de communication offrent à l'héroïne un nouveau juste au corps échancré et moulant. Et alors, sous peine d'être poliment congédiée par la bosse, Annie se voit contrainte d'enfiler le costume. Et alors, très rapidement, le masque des 7 tombe, et Starlight et Yugi, d'ailleurs, ne sont pas les seuls à s'en rendre compte.
Au fil de ces 8 épisodes passionnants, je retiendrai certains passages hilarants, comme le sauvetage raté d'un dauphin par notre ami l'homme poisson, puis la fille qui lui tripote les branchies, un bébé qui lance des rayons laser avec ses yeux, E-Train à l'hôpital face à un enfant atteint d'un cancer, la visite tourne au fiasco total, l'explosion de Translucide ou encore Black Noir au piano. Puis il y a des scènes aussi glaçantes, avec notamment la première effusion de sang de la série. C'est lorsque Robin, la copine de Yugi, se fait désintégrer par E-Train. On ressent alors toute la puissance de ces super-héros, ainsi que notre impuissance face à eux. Puis un Homelander tellement enivré de son pouvoir qu'il croit tutoyer les dieux en décidant du sort de nous autres pauvres mortels. La chute de l'avion avec les passagers dans l'épisode 4 en est le meilleur exemple. Puis quand on voit l'environnement dans lequel a grandi Homelander, montre une grande injustice. Ce qui s'approche le plus d'une figure paternelle est en fait un docteur. Il a été traité comme un rat de laboratoire. C'est le premier héros qui a été créé à partir du composé 5. Et le docteur le dit lui-même, ce héros aurait dû être élevé dans une famille aimante et non pas dans un labo froid. Alors bien évidemment, ça n'excuse en rien ces actes horribles, mais au moins, ça apporte une compréhension sur sa manière d'être et on finit par ressentir de la pitié pour lui. Puis le final est un véritable crève-cœur, en plus c'est terriblement malin. Dans cette saison 1, on nous met en lumière que Homelander est un gamin puéril qui a peur de se faire remplacer dans le cœur de Madeleine par son enfant. Et à la fin, on s'en rend compte que c'est ce qui est arrivé à Butcher. Sa femme est partie se cacher pour protéger son fils, le préférant à Butcher. Voilà. Donc en conclusion, The Boys est une réussite totale. Cette saison 1 rentre pour l'instant dans ma catégorie des séries qui essayent de proposer quelque chose de nouveau et de différent avec les super-héros. Ça avait déjà été le cas avec The Umbrella Academy ou Doom Patrol. J'attends aussi beaucoup de la série Watchmen qui arrive cet automne sur OCS. The Boys est déjà promise à une saison 2 qui arrivera l'année prochaine. Et j'espère qu'elle sera du même niveau et qu'elle prendra aussi le temps de développer certains personnages trop en retrait, comme Black Noir, Queen Maeve, la fille aussi. Voilà, et puis pour ceux qui ont lu les comics, The Seven n'est que la partie émergée, d'autres individus aux capacités extraordinaires et répartis sur tout le territoire font leur apparition. En tout cas, j'ai déjà hâte de voir cette saison 2. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, laissez un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette saison 1 de The Boys et vos attentes pour la saison 2. Puis abonnez-vous à la chaîne pour de nouvelles critiques ciné-séries. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Je vous dis bye bye et à la prochaine. Salut!